Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tout premier webinaire de l'innovation de l'année 2025, en vous souhaitant que cette année, avec l'innovation, tout vous devienne possible. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval et je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Donc LMT, nous sommes une association qui a pour mission d'accompagner l'innovation sur le territoire de la Mayenne, que ce soit en accompagnant les porteurs et porteuses de projets de création d'entreprises innovantes, les entreprises déjà établies sur le territoire dans leurs projets ou au niveau des territoires, donc d'accompagner les territoires dans leur stratégie d'innovation. Et une partie importante de notre mission, c'est de diffuser l'innovation, les méthodes, les bonnes pratiques pour donner envie, pour permettre à un maximum d'entreprises et d'acteurs économiques de se rendre compte qu'il est possible d'innover, qu'il existe des outils et des méthodes qui sont à la portée de toutes et tous. Et pour cela, nous organisons régulièrement des événements, dont les matinées webinaires de l'innovation, à chaque fois sur un sujet transversal de l'innovation. Nous nous retrouvons donc tous les deuxièmes mardis du mois pour soit une matinée en présentiel, soit comme ce matin pour un webinaire. Et ce matin, le sujet que nous avons choisi de vous proposer est celui du biomimétisme, avec ce webinaire intitulé La recette du biomimétisme, 3 milliards d'années de R&D. Le biomimétisme, ça va être une démarche scientifique, mais c'est aussi un état d'esprit qui va consister en s'inspirer de la nature pour développer des solutions avec des matériaux ou des technologies humaines. C'est donc observer la nature et essayer de reproduire ce qui fonctionne dans le monde du vivant pour créer des solutions efficaces. En préparant ce webinaire, j'ai utilisé une norme qui existe sur ce sujet, qui est la norme ISO 18458, qui va définir la biomimétique comme un transfert de connaissances et d'idées de la biologie vers la technologie ou d'autres champs d'innovation. En d'autres mots, le biomimétisme, c'est s'inspirer des systèmes biologiques pour résoudre des problèmes techniques et développer de nouvelles solutions qui vont répondre à ces problèmes techniques. Et le biomimétisme, il faut savoir que c'est pas quelque chose de très récent, hein. L'être humain s'est inspiré de l'environnement qui l'entoure depuis toujours, depuis la préhistoire, avec par exemple l'utilisation des peaux de bêtes pour se tenir chaud ou en imitant les cris d'animaux pour les chasser. On peut dire vraiment que la nature a toujours inspiré, voire a fait rêver l'être humain. Et c'est notamment l'exemple du mythe d'Icare dans l'Antiquité que l'on peut partager. Donc Icare qui avait collé des plumes d'oiseaux à ses bras à l'aide de cire pour pouvoir s'envoler. Et donc c'est à cette époque de l'Antiquité également que les termes mimésis et biomécanique sont apparus dans les milieux savants. Autre exemple historique avec Léonard de Vinci qui s'était inspiré de la forme des ailes des oiseaux pour dessiner sa machine volante baptisée l'ornithoptère. Et si on continue gentiment à se rapprocher encore de nous dans le temps, on arrive à la période moderne avec des savants comme Galilée ou Borelli, ce dernier vu comme l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la biomécanique et de la science mécanique moderne avec son ouvrage De motu animalium qui s'intéresse au déplacement des animaux, donc à reproduire le déplacement des animaux. On va arriver à présent à la période de la révolution industrielle, où les progrès de la science ont permis de toujours mieux observer et comprendre la nature. On peut notamment parler de la tour Eiffel, dont la structure en quadrillage incliné est inspirée de celle du fémur, donc qui est l'os le plus long et le plus solide du corps humain, mais qui reste aussi très léger. Donc voilà, on s'est inspiré de cette structure osseuse pour construire la tour Eiffel et faire en sorte qu'elle soit solide, bien que haute et très lourde. Ou encore les exemples des avions qui ont été créés par Clément Ader en s'inspirant des ailes des chauves-souris. Et donc, c'est peu de temps après ces deux exemples là, de la Tour Eiffel et des avions de Clément Ader qu'arrive celui que je vais vous décortiquer de manière plus précise. C'est une histoire emblématique du biomimétisme. Et donc, si je vous montre cette photo, devinez-vous de quoi je vais vous parler? Je vous laisse me dire dans le chat, à votre avis, de quoi on va parler, de quel exemple du biomimétisme on va parler. Et voilà, Emmanuel a été la plus rapide. En effet, je vais vous parler du velcro.
Je vais vous parler de l'histoire de la bardane et du velcro. C'est en 1941 qu'un ingénieur suisse, en rentrant d'une promenade avec son chien, se demande comment ça se fait que les fleurs de bardane, donc les petites boules jaune-marron là que l'on peut voir, qui vont s'agripper et qui vont arriver toujours à se retrouver agrippées sur ses vêtements ou là dans la fourrure de son fidèle compagnon. Donc, ce qu'il a fait, il a observé les fleurs de bardane au microscope et il s'est rendu compte de l'existence de petits crochets, de tout petits crochets sur le végétal, et que ces crochets allaient s'agripper donc soit dans les boucles des tissus ou dans les nœuds qui se forment dans les poils. Il a donc cherché un matériau qui imitait cette structure, donc a créé un matériau qu'il a baptisé le velcro. Et donc, ce système de fermeture auto-agrippante était composé, enfin, est toujours composé d'un côté de petits crochets en plastique et de l'autre d'une matière constituée de multiples boucles de fibres qui, elles, sont douces finalement. Et donc, Velcro, ça vient de l'acronyme entre le velours, donc le côté doux avec les petites boucles de fibres, et les crochets, donc les crochets en plastique. Donc, ça a donné le nom Velcro. Et cette invention a trouvé de nombreuses applications, donc majoritairement dans le secteur du textile, avec les fameuses chaussures à scratch que l'on a peut-être toutes et tous eues pendant notre enfance et peut-être encore aujourd'hui. Mais également des systèmes de fermeture pour des harnais ou des dispositifs médicaux, des attaches pour fixer les tapis au sol, ou encore comme au centre de l'image pour faciliter la fixation d'éléments entre eux avec ici un disque sur une ponceuse. Donc comme on a pu le voir avec ces premiers exemples là, dont je viens de vous parler, la nature a inspiré et continue à inspirer tous les secteurs d'activité, humaine. Il n'y a pas de secteur épargné, par le biomimétisme et donc tous ces exemples, on peut les classer dans 3 grandes catégories de biomimétisme, 3 niveaux d'imitation, que l'on va pouvoir, avoir. Il y a tout d'abord le biomimétisme de forme, où l'on imite les structures et formes naturelles. Donc, c'est le cas pour la forme du nez d'une Shinkansen au Japon, donc, qui est le train ultra rapide japonais. Et donc, pour réduire le bruit provoqué par ce véhicule lancé à pleine vitesse, sa forme a été inspirée de celle du bec du martin-pêcheur, qui du coup est un oiseau qui ne fait pas de bruit, même quand il descend en piqué vers une proie pour aller attraper un poisson. Donc voilà, il ne fait pas de bruit grâce à la forme de son bec, et donc le nez du train a été inspiré du bec de cet oiseau. Ensuite, il y a le biomimétisme de processus, où l'on va cette fois imiter les mécanismes ou les procédés naturels. Et donc là, c'est l'exemple de nombreux projets de robotique qui s'inspirent des mouvements des animaux. Et donc ici, en photo, je vous partage un robot de Boston Dynamics qui reproduit la démarche d'un chien et qui se trouve plus stable que les autres robots qui avaient été produits jusqu'à maintenant. Et enfin, troisième niveau d'imitation, c'est le biomimétisme d'écosystème qui va s'inspirer des dynamiques et des interactions qui existent au sein des écosystèmes naturels, avec comme en illustration une ferme aquaponique qui reproduit la synergie qu'il peut y avoir dans la nature entre les déjections animales, donc ici des poissons, et qui vont devenir des aliments pour les végétaux. Donc ici, dans une ferme maraîchère, on peut voir des salades qui sont alimentées de cette façon. Eh bien, je vous propose de poursuivre ce webinaire avec un petit jeu, avec un vrai ou faux. Je vais vous partager des phrases et il va vous falloir vous positionner en fonction de si vous pensez que cette phrase, cette proposition, elle est vraie ou fausse. Première affirmation. euh, Cette affirmation, c'est la peau de requin a permis d'inspirer une combinaison de nage qui a battu 108 records du monde en 2008. À votre avis, est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? Alors en effet, voilà, donc les 8 personnes qui ont répondu avaient tout à fait raison.
La marque Speedo s'était inspirée de la constitution de la peau de requin, pardon, pour développer une combinaison qu'ils ont baptisée la LZR Racer. En regardant la peau de requin au microscope, donc là c'est l'image que vous voyez sur la gauche, on se rend compte qu'elle est constituée de plein de petites écailles et que ces écailles, elles sont pointues et elles se superposent pas tout à fait, enfin en tout cas elles se touchent pas tout à fait les unes aux autres, ce qui fait que lorsque le requin se déplace dans l'eau, ça crée des micro-dépressions tout autour de son corps et ces micro-dépressions vont améliorer sa flottabilité et sa pénétration dans l'eau. Donc en fait, les combinaisons reproduisaient ce genre d'écailles et il se trouve qu'elles étaient tellement hydrodynamiques que les sportifs et les sportives qui les utilisaient étaient avantagés par rapport aux autres et la Fédération internationale de natation les a finalement interdites pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Alors, prochaine affirmation. Voilà, je lance le sondage. Les biocarburants produits à partir d'algues sont un exemple de biomimétisme. À votre avis? Alors, on semble de nouveau être sur un consensus parmi les personnes répondantes. Donc, pour l'instant, vous qui avez répondu, vous pensez que non, les biocarburants qui sont produits à partir d'algues ne sont pas un exemple de biomimétisme. Et j'ai même Anthony qui commente que selon lui, c'est plutôt de la recherche biologique, mais pas forcément inspirée de la nature. Euh, donc, il se trouve que vous avez raison. Mais le fait de produire des biocarburants à l'aide d'algues, en fait, on va exploiter directement les capacités naturelles de ces organismes à convertir la lumière solaire en énergie chimique. Donc, en fait, on va cultiver des algues et donc on va pouvoir produire des biocarburants. Mais ici, finalement, ça ne relève que de l'utilisation des ressources naturelles comme les autres activités agricoles et non du biomimétisme qui, lui, va consister à imiter les processus ou les structures, donc à les reproduire en créant des solutions artificielles qui vont permettre d'obtenir des résultats. Donc voilà pour la petite explication sur cette deuxième affirmation. Affirmation suivante, bientôt, grâce aux pommes de pin, on pourra porter un même vêtement en été et en hiver sans attraper froid. Vous êtes 80% à penser que c'est vrai et 20% à penser que c'est faux. Eh bien, il se trouve que c'est vrai. Une des propriétés de la pomme de pin est de pouvoir s'ouvrir ou de se fermer en fonction du taux d'humidité. Et donc, cette propriété s'explique par le fait que les écailles de la pomme de pin sont constituées de fibres rigides, mais aussi de cellules extensibles qui vont se gonfler à l'humidité. Et en se gonflant et se dégonflant, ces cellules extensibles vont plier ou déplier les fibres rigides et donc la pomme de pin va s'ouvrir ou se fermer. Donc là, vous avez un petit schéma qui explique ce phénomène en bas à gauche de ma diapositive. Et donc, en étudiant ce phénomène, des chercheurs du MIT ont développé des textiles dont les mailles vont se serrer ou se desserrer en fonction de la température et on appelle cela des tissus adaptatifs. Donc, ce matériau est toujours en cours de développement aujourd'hui, mais de nombreuses applications se profilent déjà, comme des vêtements techniques thermorégulants pour la pratique sportive ou encore des textiles médicaux. Voilà pour cette troisième question. Affirmation suivante. Les semelles de chaussures de trail ont été inspirées des coussinets des guépards pour améliorer leur adhérence. Donc vous êtes 2 tiers à penser que c'est vrai, 1 tiers à penser que c'est faux. Eh bien, il se trouve que c'est faux, même si les pattes des félins ont inspiré des inventions dans le domaine de la chaussure de sport. Ça, il y a pas de souci, notamment sur le fait d'absorber les chocs. Mais ce ne sont pas elles qui ont inspiré des chaussures de trail, mais les sabots de la chèvre des montagnes. Un entrepreneur belge a travaillé en partenariat avec un laboratoire pour développer une paire de chaussures dont la semelle va reproduire à la fois les parties rugueuses du sabot qui vont adhérer au sol et pouvoir protéger le pied,
mais aussi les parties compressibles du sabot de la chèvre. Et donc ces parties compressibles vont épouser les surfaces irrégulières du sol et ainsi améliorer la stabilité, ce qui va faciliter la pratique du trail. Et enfin, dernière petite affirmation de cette activité vrai-faux que je vous propose. Donc, cinquième et dernière affirmation, un architecte s'est inspiré des systèmes de ventilation installés par les termites. À votre avis, est-ce vrai ou est-ce faux? Alors là, direct, vous êtes 12 à avoir dit c'est vrai. Donc, vous êtes 100% à penser que c'est vrai. Alors, les buildings de Dubaï, c'est pas tout à fait l'exemple dont je voulais vous parler. Donc en effet, c'est vrai. En fait, il se trouve que les termites sont une espèce d'insecte qui va cultiver des champignons qui ont besoin d'une température constante pour pouvoir grandir. Ce qui est difficile à obtenir dans le milieu naturel des termites, parce qu'en général, les milieux où ils sont installés vont avoir des températures qui peuvent aller de 0 degré la nuit à 40 degrés le jour. Et donc, pour maintenir une température constante, la structure interne des termitières est constituée de multiples cheminées verticales qui vont descendre à plusieurs mètres dans le sol et remonter tout en haut de l'édifice, ce qui va générer des courants d'air entre l'air frais qui est présent dans le sol et l'air chaud qui se situe au sommet de la termitière. Et ça va ainsi réguler la température à l'intérieur de l'édifice. Et la nuit, les termites vont boucher toutes ces petites cheminées pour garder la température de la journée tout au long de la nuit. Et donc là, dans l'exemple dont je voulais vous parler, c'est l'architecte Mike Pierce qui s'est inspiré de cela pour construire l'Eastgate Center, qui est un centre commercial au Zimbabwe. Et donc, il a utilisé une structure de briques et de béton, qui sont des matériaux à même d'emmagasiner la chaleur. Et donc, il a conçu ce bâtiment avec un patio interne couvert et une multitude de conduites d'air. On peut les voir sur les photos là, au-dessus de chaque balcon. On peut voir des sorties de conduites d'air. Et donc, ça va ainsi créer un système de ventilation passif en énergie. Voilà pour cette petite activité. Alors, maintenant qu'on sait de quoi on parle lorsque l'on parle de biomimétisme et que l'on a une bibliothèque d'exemples qui nous permettent d'illustrer ce que c'est, va se poser la question de comment. Comment utiliser le biomimétisme? Comment mettre en place une démarche biomimétique? Et donc pour cela, je vous propose de revenir à la norme ISO 18458 que j'évoquais en début de webinaire qui définit ce qu'est la biomimétique. Euh, il est également défini dans cette norme que le biomimétisme est un développement pratique inspiré de la nature et que ce développement passe généralement par plusieurs étapes depuis le point de départ biologique. Et pour aller plus loin, la norme définit 3 critères qui sont nécessaires pour pouvoir qualifier une démarche de biomimétique. Il y a d'abord l'analyse fonctionnelle d'un système biologique. Ensuite, ce que l'on a observé, on va chercher à en tirer des grands principes que l'on va pouvoir modéliser. C'est ce que l'on appelle la phase d'abstraction, où on va abstraire ce que l'on a observé sur le terrain dans un modèle. Et enfin, on va pouvoir transférer ce modèle au domaine d'implication qui nous intéresse pour concevoir notre produit, notre solution, notre technologie. Et voilà, moi, je vous propose de synthétiser cela en 3 mots: observer, modéliser, puis transférer. Donc pour aller encore plus dans le détail là, de ces 3 grands critères, donc ça commence à nous donner un ordre, enfin, en tout cas dans quel ordre faire les choses, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette démarche de biomimétisme. Mais la norme, elle va aller plus loin et elle va présenter un processus détaillé d'application avec différentes étapes que l'on va pouvoir suivre pour mener notre démarche biomimétique. Et donc, ce processus d'application, il va commencer tout d'abord par l'identification d'un système biologique qui va constituer en l'observation d'un système en particulier qui va avoir des caractéristiques ou des solutions intéressantes au regard du sujet qui nous intéresse. Donc, une fois qu'on a identifié ce système biologique intéressant, on va pouvoir formuler ou reformuler
le problème technique que l'on souhaite résoudre. Il va ici falloir définir de manière précise le problème technique pour pouvoir ensuite mieux identifier quels aspects de ce système biologique appliquer à notre solution. Donc, ces deux étapes qui sont présentées de manière linéaire, en pratique, il faut imaginer pouvoir avoir besoin de faire plusieurs allers-retours, à la fois entre l'observation et la formulation du problème, parce que l'une alimentant l'autre et inversement. Et puis surtout, on n'est pas sûr de trouver dès le premier coup le système biologique qui est le plus intéressant à observer pour notre problème. Donc au début, on va pouvoir en observer plusieurs et puis petit à petit, en formulant, reformulant notre problème technique, on va pouvoir choisir celui qui est le plus pertinent pour notre champ d'application. Et donc, c'est souvent à ces étapes que l'on va commencer à pouvoir identifier les partenaires scientifiques ou techniques qui vont pouvoir nous accompagner dans la démarche. D'une part, en fonction du système observé, on va pouvoir aller chercher les compétences scientifiques qui connaissent bien ce système biologique. Et puis, d'autre part, en fonction de notre domaine d'activité, voilà, de savoir quelles compétences techniques mobiliser. Et donc là, sur la typologie de partenaires qui peuvent vous accompagner sur ces démarches, voilà, ça peut être un laboratoire ou un centre de recherche technique, par exemple. Ensuite, va venir l'étape du transfert des connaissances du domaine scientifique vers le domaine technique. Et c'est à cette étape que l'on va modéliser les principes et mécanismes observés dans la nature. Après cela, on va pouvoir passer à l'étape du développement et du prototypage de la solution à proprement parler. Donc ici, on va chercher à reproduire les effets recherchés. Donc dans ce que l'on a observé, on va, avec les techniques, les connaissances que l'on a, les matériaux, les modes de fabrication, on va prototyper une solution qui imite ce que l'on a observé sur le terrain. Et donc ici aussi, il va pouvoir y avoir plusieurs itérations entre la conception technique de votre solution et des tests pour être sûr que ça fonctionne bien. Et puis en fonction des retours, on va pouvoir revenir aux observations biologiques pour peaufiner au fil de l'eau la solution que l'on est en train de concevoir. Sur cette thématique du test, j'avais eu l'occasion d'animer en juillet dernier un webinaire intitulé Tester son idée d'innovation. Donc, si vous voulez avoir quelques informations pratiques sur ce sujet-là, je ne vais pas pouvoir les énoncer ce matin, mais je vous invite à visionner le replay pour creuser cette thématique. Alors, après le prototypage de votre solution, va venir le temps de l'évaluation et de l'optimisation. Donc, en fonction des résultats, vous allez pouvoir améliorer petit à petit la performance et l'efficacité de la solution développée. Et idem, entre ces deux étapes, il peut y avoir quelques allers-retours pour petit à petit arriver à vraiment une solution qui soit suffisamment performante et efficace au regard de vos attentes pour résoudre votre problème. Et enfin, on va pouvoir arriver à l'étape de la mise en œuvre avec le déploiement de votre solution en conditions réelles. Donc voilà pour le processus en tout cas le processus d'application du biomimétisme qui est proposé dans la norme. Donc, quand on n'a encore jamais vécu de démarche biomimétique, il peut sembler compliqué de faire les choses comme préconisé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est intéressant de connaître ce processus d'application, parce que comme ça, on sait un peu comment faire les choses dans les règles de l'art, par quelles étapes il faut passer pour le faire correctement et de manière rigoureuse. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément à la portée de toutes et tous, en tout cas pas pour une première fois, voilà, une première démarche biomimétique que vous aimeriez mener. Je vais donc vous proposer, dans la dernière partie de ce webinaire, de vous présenter une version simplifiée de cette démarche. Donc, pour rappel, tout à l'heure, je vous parlais des 3 critères nécessaires pour définir une démarche biomimétique que j'ai résumée en 3 actions: observer, modéliser et transférer. Et j'y ajouterai une quatrième qui est l'action de partager. Pour chacune de ces actions, je vais vous proposer des actions simples et des outils accessibles qui sont à votre portée. Alors, première action, pour l'action d'observer, le premier conseil, ça va être de commencer avec la nature autour de vous.
Vous n'êtes pas obligé d'aller nager avec les requins, d'observer leurs écailles tout de suite. Vous pouvez tout simplement regarder la nature qui est présente autour de vous, faire preuve de curiosité, regarder ce qui se passe aux alentours de votre entreprise, de votre domicile, lors de vos déplacements, aller observer la nature, les formes, les interactions entre les différentes espèces que vous êtes amené à voir. Et pour ne perdre aucune miette de ce que vous apprendrez, je vous invite fortement à tenir un carnet d'observation. Et dans ce carnet, vous allez pouvoir noter toutes vos découvertes, les choses surprenantes que vous avez vues. Vous allez pouvoir prendre des photos et les y ajouter ou faire des croquis pour petit à petit consolider voilà, tout ce que vous regardez dans la nature. Et donc, ce que vous allez pouvoir noter, ça va être à la fois sur les difficultés rencontrées par la nature. Voilà, quelles sont dans vos observations, quelles difficultés la nature a dû surpasser. Et puis, quelle solution elle a mis en œuvre pour résoudre ces difficultés. Ce qui est le mieux à cette étape, hein, puis de manière générale, c'est de pouvoir la faire à plusieurs, pouvoir confronter les observations enfin en tout cas voilà, être plusieurs, observer chacun soit des mêmes systèmes ou des systèmes différents, et puis de pouvoir confronter vos observations en équipe. Étape suivante, c'est celle de la modélisation. Et donc là, c'est un bien grand mot pour ce que je vous propose pour cette démarche simplifiée puisqu'ici, il va s'agir de trouver des solutions existantes et accessibles en vous basant sur ce que vous aurez observé. Donc, parmi les problématiques que vous aurez observées et recensées dans votre carnet d'observation, vous allez pouvoir identifier celles qui ressemblent à des problématiques vécues, que ce soit des problématiques en interne de votre organisation ou des problématiques rencontrées par vos cibles de clientèle. Également, ici, si vous êtes plusieurs à travailler sur le sujet, ça peut être plus facile d'identifier les parallèles à faire entre vos observations et les problématiques vécues. Puis ensuite, pour chaque problème défini, pour chaque donc problème à vous défini, identifié comme pouvant être mis en parallèle avec ce que vous avez vu sur le terrain, vous allez pouvoir imaginer des façons de reproduire ces solutions naturelles. Et pour cela, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, des techniques de créativité comme des jeux de cartes ou d'autres outils de brainstorming. L'objectif, ça va être d'imaginer des façons de, voilà, comment nous, aujourd'hui, en fonction des solutions qui sont à notre portée, des techniques que l'on maîtrise, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer pour reproduire les solutions naturelles que l'on a vues sur le terrain. Et puis, une fois que vous avez cette liste de solutions potentielles, d'idées là, que vous avez imaginées, vous allez pouvoir réaliser une veille pour aller identifier est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des solutions qui existent déjà sur le marché et qui permettent de rendre possible les idées que l'on a imaginées. Pour creuser ces deux sujets de la créativité et de la veille, comme tout à l'heure, hein, c'est des sujets qu'on a déjà traités en webinaire de l'innovation. Donc, je vous remets les liens ici pour visionner à la fois le webinaire sur l'intelligence collective et le webinaire sur la veille. Donc, ce sont des webinaires qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc on a modélisé une solution, on a imaginé des façons de reproduire la solution naturelle et puis on a identifié des solutions qui existent déjà sur le marché, des outils qui existent déjà et qui pourraient nous permettre de rendre faisables ces solutions. Va venir à présent l'étape du transfert, donc de la mise en place de ces solutions. Et pour cette étape, je ne peux que vous conseiller de commencer petit avec la création d'un prototype simple ou l'organisation d'un test à petite échelle d'une solution. Par exemple, il peut s'agir de réorganiser un espace de travail avec les moyens du bord. Dire, tiens, on a observé telles interactions dans tel espace, on va essayer de les reproduire. Là, on va déplacer un bureau, on va ajouter tel mobilier rapidement pour voir ce que ça donne.
Ça peut être aussi, si vous avez identifié une solution en ligne, un outil en ligne qui permettrait de reproduire tel procédé, par exemple, ça peut être de regarder s'il n'y a pas une version d'essai gratuite qui existe pour l'implémenter. Ou alors, ça peut être de créer une nouvelle version d'un de vos produits en utilisant un échantillon de matériaux qui aurait une propriété particulière qui serait intéressante pour vous. Et pour cela, l'outil que je vous conseille de mettre en place, c'est un calendrier à très court terme, par exemple à 2 semaines, pour planifier ce test le plus vite possible. Et surtout, c'est pas que planifier le test qu'il faut faire, c'est de planifier, d'évaluer les résultats de ce test très rapidement, hein, de se dire, allez, on a 2 semaines, l'outil en ligne qu'on a trouvé, il y a une période d'essai de 2 semaines, et ben à partir d'aujourd'hui, on la met en place, et dans 2 semaines, on se retrouve, on fait le bilan de ce test. Voilà, donc là, on est sur l'étape du transfert. Donc normalement, à la fin de cette étape, vous savez si oui ou non la solution que vous avez testée, le prototype que vous avez mis en place est suffisamment pertinent ou pas. Donc là, on peut imaginer, si ça ne vous satisfait pas, qu'il faille revenir à l'étape d'avant pour réfléchir, imaginer une nouvelle solution et recommencer cette étape du transfert. Mais donc, si les résultats à ce stade, à la fin de cette étape, vous conviennent, vous allez pouvoir maintenant partager vos résultats. Et donc, pourquoi c'est important de partager vos résultats? C'est pour vous permettre d'échanger sur ces résultats et puis de vous inspirer des retours que vous allez obtenir sur ces résultats que vous auriez partagés. Alors, à cette étape, en fonction de s'il s'agit d'un projet en interne de l'entreprise ou d'une solution que vous imaginez pouvoir mettre à disposition d'autres, vos clients ou vos partenaires, par exemple, bon, les actions, elles vont changer, hein, le contenu de cette étape va changer. Mais on peut imaginer, par exemple, parler en interne de l'entreprise, partager les résultats, parler de vos tests, de ce que vous avez appris, de ce qui vous a amené à ces résultats. Et puis, du coup, d'engranger, de noter tous les retours que l'on va pouvoir vous faire. Parce qu'en fait, ces retours, ça va pouvoir être de nouvelles sources d'inspiration pour continuer à travailler votre sujet. Ça peut être d'autres solutions que ces autres personnes auraient également testé et qui pourraient continuer à alimenter votre démarche, ou alors des façons de mieux utiliser les solutions que vous avez testées. Si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse et que vous voulez pérenniser cette démarche, ça peut être intéressant à ce moment-là de rejoindre des communautés autour du biomimétisme pour en apprendre encore davantage. Et ici, côté outils, ça va vraiment dépendre de vos habitudes de communication et du contexte de votre projet. Mais si vous avez une newsletter interne, ça peut être l'occasion de l'utiliser pour véhiculer ses résultats ou alors lors d'une de vos réunions mensuelles ou hebdomadaires. Et puis pour la partie communautaire, il existe beaucoup de groupes et de forums en ligne que vous pouvez rejoindre. Donc n'hésitez pas à regarder ça voilà, sur LinkedIn ou sur Internet. Il va sûrement y avoir, en tout cas, voilà, vous pouvez très facilement tomber sur des organismes ou des communautés qui existent en ligne sur ce sujet. Alors, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a pu voir et apprendre pendant ce webinaire, le biomimétisme, c'est une démarche scientifique, mais c'est aussi un état d'esprit qui va consister en s'inspirer de la nature pour développer de nouvelles solutions, pour résoudre des problèmes techniques que l'on rencontre. C'est une démarche qui a inspiré de nombreuses inventions humaines et qui continue à inspirer dans tous les secteurs d'activité. Et il existe une norme qui définit les principes et la démarche biomimétique en général. Et donc moi, dans ce webinaire, je vous ai proposé une démarche simplifiée pour commencer dès à présent à vous inspirer de la nature avec 4 étapes. Observer, modéliser, transférer et enfin partager. Donc voilà pour le contenu que je voulais vous délivrer pendant ce webinaire. Je vous ai proposé voilà, différentes thématiques, différents sujets pour pouvoir aborder le biomimétisme. Et donc, comme d'habitude, je vous laisse ici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez revenir sur une notion évoquée ou si vous voulez continuer à parler d'un de vos projets.
je vais vous proposer voilà, de vous parler de la prochaine date de notre programme des matinées et webinaires de l'innovation. Et donc, cette date, ce sera une date en présentiel le mardi 11 février, avec une matinée de l'innovation de 8 heures à 10 heures sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et pour cette matinée, nous allons vous proposer un atelier pour envisager les répercussions de l'arrivée de cette technologie dans vos quotidiens pour que vous puissiez repartir avec des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui dans vos entreprises, dans vos organisations. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. C'était un plaisir de vous retrouver en ce début 2025. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur l'un de nos événements.